la Chine a fait ce que l'humanité n'avait jamais osé faire. Elle a regardé là où personne n'avait jamais regardé. Pour la première fois dans l'histoire, un engin d'exploration ne s'est pas contenté d'atteindre la Lune. Il s'est posé avec succès sur sa face cachée, cette moitié sombre que nous ne voyons jamais depuis la Terre. Le rover Yutu-2, avançant dans le paysage gris et monotone de la face cachée, a enregistré une découverte étrange. Une substance gélatineuse légèrement verdâtre. Elle tranchait brutalement avec le régolithe lunaire habituel. C'était quelque chose qui, instinctivement, semblait étranger à cet endroit. Bien sûr, la première explication paraissait rationnelle et rassurante. Une roche fondue, formée après l'impact d'une météorite. La logique est simple. Collision, température extrême, fusion du sol. Mais plus les scientifiques scrutaient les images, plus les questions s'accumulaient. Cette substance avait l'air inquiétamment fraîche. Elle n'était pas recouverte d'une couche de poussière vieille de siècles. Elle ne semblait ni pétrifiée, ni érodée, ni dégradée par le temps. Et c'est précisément là que surgit la première question vraiment gênante. D'où vient, sur la face géologiquement morte de la Lune, où selon tous les modèles, aucune activité significative n'a eu lieu depuis des millions d'années, un matériau qui semble s'être formé récemment. Sur la face cachée, il n'y a pas de volcanisme, pas de chambre magmatique, pas de plaques tectoniques, pas de source géothermique, silence total. Si un matériau frais est réellement apparu, alors soit la Lune n'est pas aussi morte qu'on l'a toujours pensé, soit des processus se déroulent dans ses profondeurs, des processus que nous ne comprenons tout simplement pas. À moins qu'il ne s'agisse de quelque chose d'encore plus inquiétant. Et manifestement, cette découverte n'était que le premier signal. En poursuivant sa route, Yutu-2 a enregistré une autre anomalie. Des sphères de verre transparentes, presque parfaitement formées, jusqu'à 3 cm de diamètre. Ce n'étaient ni des éclats dentelés, ni des gouttes fondues dispersées au hasard. C'étaient des billes lisses, symétriques, comme fabriquées sur un même modèle. Elles n'étaient pas éparpillées en désordre, comme c'est normalement le cas après des impacts ou des explosions. Leur disposition paraissait trop propre. Et une fois encore, l'explication standard est tombée. De très anciens impacts de météorites ayant fait fondre des silicates. Sauf que la physique, obstinément, ruinait ce scénario. Pour former des sphères aussi grandes, aussi pures et aussi transparentes, il faut des températures plus élevées que celles produites par des collisions ordinaires entre corps célestes. Et surtout, il manquait la dispersion chaotique caractéristique qui accompagne presque toujours ce genre d'événement. C'est à ce moment-là que certains chercheurs se sont, pour la première fois, autorisés une idée qu'ils évitaient jusque-là même de formuler. La surface de la Lune, et en particulier sa face cachée, pourrait être bien plus active, dynamique et complexe que ce que nous avons cru pendant des décennies. Parallèlement à ces découvertes visuelles, des données issues des radars à pénétration profonde de la mission Chang'e ont commencé à arriver. Et elles ont été un véritable choc pour l'image établie. Sous la surface de la face cachée, on a détecté des couches souterraines présentant des caractéristiques électromagnétiques anormales. Les ondes radio ne se réfléchissaient pas comme elles le font habituellement sur des formations naturelles. Au lieu d'un bruit chaotique, elles dessinaient des motifs parallèles, répétitifs. Régularité, symétrie, intervalle net. Pour la géologie, c'est presque une insulte. Les structures naturelles, surtout sur un corps céleste ancien, martelé pendant des milliards d'années par des bombardements météoritiques,
ressemble d'ordinaire à du désordre, à du bruit statistique. Ici, au contraire, on voit de l'ordre, et un ordre qui semble mathématiquement calibré. Des géologues planétaires, y compris des spécialistes de l'Institut Max Planck, l'ont souligné. Ces échos ressemblent étrangement à des couches sédimentaires bien organisées. Sauf qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, pas de vent, pas d'érosion, pas de mécanisme capable de produire ce type de structure. Si la nature ne peut pas dessiner un motif pareil, qu'est-ce qu'on est en train d'observer au juste ? Les commentaires officiels sont restés prudents et flous. Les autorités chinoises ont évoqué d'anciens processus géothermiques. Mais le problème, c'est que les données ne montrent pas une quantité suffisante d'isotopes radioactifs qui, normalement, devraient soutenir une telle activité. L'explication paraît forcée. On se retrouve face à un paradoxe. La structure se comporte comme si quelqu'un l'avait assemblée, alors que, dans le cadre des modèles habituels, elle ne devrait tout simplement pas exister. Dans ce contexte, le comportement des agences spatiales occidentales a paru particulièrement étrange. La NASA n'a pas lancé de discussions urgentes. Il n'y a eu ni déclaration forte, ni demande publique, ni proposition de coopération internationale. Les données chinoises, pourtant uniques, n'étaient mentionnées qu'en passant, souvent dans des notes, des annexes, des rapports techniques. Tout le reste semblait se dissoudre dans le silence. Pendant qu'en Occident, les débats se perdaient dans les formulations, la Chine, sans faire de bruit, préparait les missions suivantes, non plus pour filmer, mais pour prélever physiquement des échantillons précisément dans la zone la plus mystérieuse de la Lune. Et cela nous ramène à une question fondamentale. D'où vient, au juste, la Lune ? L'hypothèse du choc géant avec la planète Theia a été pendant des décennies considérée comme un dossier quasiment clos. Mais elle conserve une faille impossible à ignorer. La composition isotopique des roches lunaires rapportées par les missions Apollo s'est révélée terriblement proche de celle de la Terre. Et cette similitude est bien plus forte que ce qu'on pourrait attendre, même avec un mélange extrêmement violent après l'impact. Si la Lune s'était réellement formée à partir des débris d'un corps étranger, sa signature chimique aurait dû rester. Or, elle a presque disparu. Et cela relance, encore une fois, la question longtemps jugée embarrassante. La Lune est-elle un simple sous-produit accidentel d'une collision chaotique ? Ou s'est-elle formée majoritairement à partir de matière terrestre, et peut-être pas aussi par hasard qu'on aurait aimé le croire ? Les données de Tianji ont remis ce débat au centre. Désormais, ce n'est plus une idée de science-fiction. C'est un problème scientifique non résolu. Mais les étrangetés ne s'arrêtent pas là. Des capteurs sismiques ont enregistré une résonance périodique de basse fréquence. Toutes les 12 heures, on observe un pic de vibration faible mais stable. Et point crucial, il apparaît précisément dans les zones où la symétrie sous-surface est la plus marquée. Cela se produit indépendamment de l'ensoleillement et sans lien évident avec des facteurs gravitationnels significatifs. La nature se comporte rarement ainsi. Elle aime le chaos. Ici, au contraire, on voit un rythme, une répétition, un ordre. Et la physique est assez claire. De tels motifs indiquent généralement soit une source interne d'énergie active, soit une structure conçue spécialement pour conserver et amplifier des oscillations. Le physicien chinois
le docteur Zhu Wuxun a comparé ces fréquences au comportement de construction artificielle sous tension, des chambres métalliques ou des résonateurs géants. Une inquiétude supplémentaire est apparue avec la découverte d'une nouvelle classe de minéraux, la chanésite. Sa structure cristalline s'est révélée strictement ordonnée, avec une orientation fixe des couches. Cela ressemble à ce qu'on observe dans des matériaux photoniques et semi-conducteurs artificiels. Dans la nature, des structures aussi parfaitement orientées sont extrêmement rares. Et si l'on assemble tout cela, cela ne ressemble plus à de simples trous dans nos modèles. Cela ressemble à une logique différente de la logique naturelle, à un système, à un design. Si la Lune contient réellement des motifs artificiels, les conséquences dépassent largement la science. Cela devient une question de politique, d'énergie et de pouvoir. Surtout si l'on tient compte des réserves d'hélium 3, un isotope qui, en théorie, pourrait alimenter l'énergie de fusion pendant des décennies. La Chine conçoit déjà une infrastructure lunaire et prévoit une exploitation d'ici 2035. Mais peut-être que la Lune ne stocke pas seulement de l'énergie. Peut-être qu'elle stocke de l'information. Cavités symétriques, résonances répétitives, minéraux qui ressemblent à des éléments de circuit. Tout cela oblige à poser une question de plus en plus difficile à repousser. Si la Lune n'est pas simplement un satellite naturel, alors qu'est-ce que c'est, au juste ? Nous avons l'habitude de vivre dans un monde où l'univers est rationnel et prévisible. Dans cette image, la Lune a toujours été un symbole de stabilité, un phare immobile dans le ciel nocturne. Mais les données de sa face cachée commencent à fissurer cette illusion. Et quand le socle tremble, tout ce qui repose dessus tremble aussi. La vérité n'a pas besoin d'autorisation. Elle a besoin de courage. Et si les plus grandes agences continuent de se taire ou se réfugient derrière des formulations prudentes, c'est que le prix de cette question est trop élevé. La question n'est plus de savoir comment la Lune s'est formée. La question est de savoir pourquoi elle est exactement là, et ce qu'elle cache à l'intérieur. Parce que si la Lune n'est pas un satellite passif, si, sous sa surface, il existe réellement des structures ordonnées, si elle résonne comme une chambre géante, alors toute notre vision du monde n'était pas une connaissance, mais un confort. Ce n'est plus de la poésie spatiale, c'est de la politique, de l'énergie, du pouvoir, du contrôle sur l'avenir. Pendant que tu paies ton électricité, pendant qu'on t'explique que les ressources manquent et que le monde fonctionne comme ça, quelque part, en parallèle, on conçoit une infrastructure pour extraire le carburant de l'époque suivante. Et peut-être quelque chose de bien plus précieux que l'énergie, de l'information. Et le plus dangereux, ici, ce n'est même pas ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de la Lune. Le plus dangereux, c'est à quel point on nous a appris à ne pas poser de questions. Alors maintenant, la question est pour toi. À ton avis, qu'est-ce que c'est ? Une anomalie rare mais naturelle ? Ou les traces d'une structure que nous n'osons pas encore nommer à voix haute ? Écris ta version dans les commentaires. J'ai vraiment envie de voir comment vous le percevez. Si tu veux la suite avec de nouveaux faits, une analyse des sources et les prochaines missions, mets un like à la vidéo. Et abonne-toi. La suite sera encore plus étrange et les prochaines mises à jour peuvent tomber à n'importe quel moment. Parce qu'on vient à peine de commencer à creuser. Et plus on creuse, moins ça ressemble à une coïncidence.